Nous venons de voir qu'une classe peut donc être instanciée et on peut exécuter dessus des méthodes pour interagir avec elle. Cependant, quand j'ai parlé des bases de la PO, j'ai également parlé des données que peut contenir une classe. Il y a deux types de données. On va commencer par la plus simple, ce qu'on appelle un membre d'un objet. Par défaut, un membre est quelque chose qui est défini comme étant accessible aussi bien en lecture qu'en écriture. On ne pourra pas faire de distinguo. Dès lors qu'on a créé un membre, c'est lecture et écriture obligatoirement. La syntaxe est très simple. On va simplement écrire dans le bloc de notre classe la portée, donc pour le moment public, le type de données qu'on va vouloir stocker, et on va lui donner un nom. C'est aussi simple que ça. Portée, type nom. Par exemple, public, int, valeur. Et en faisant cela, eh bien, sur ma classe, je vais pouvoir aller stocker une donnée, tout comme aller la lire. Voici un exemple, disséquons-le ensemble. J'ai ici la portée, suivie du type du membre, suivie du nom du membre. C'est aussi simple que ça, vous faites ça dans une classe, et dès lors que vous avez une instance de votre classe, vous avez accès à ces données, aussi bien en lecture qu'en écriture. Par convention, le nom d'un membre commence par une minuscule. Vous allez trouver sur internet probablement beaucoup d'exemples et beaucoup de codes qui vont aller dans le sens contraire de ce que je viens de vous dire. En fait, ce que je vous dis là, c'est les dernières recommandations de Microsoft pour écrire les membres. Aujourd'hui, si vous utilisez un autre éditeur de code que Visual Studio Code, comme par exemple Rider ou Visual Studio sous Windows, il va pouvoir faire du code à votre place et par exemple générer automatiquement un membre. Et dans cette fonction de génération, par défaut, si vous ne faites aucune personnalisation, il l'écrira de cette façon-là, c'est-à-dire en minuscule. Alors si après il s'agit d'un nom composé, bien sûr on mettra la majuscule au mot qui suit l'espace, comme on avait déjà vu dans les modules précédents. Par exemple âge de la personne, on aura AGE en minuscule, puis D majuscule, E minuscule, et ainsi de suite. Le membre, lui, commence toujours par une minuscule. Vous verrez peut-être sur le net des membres qui commencent par un underscore, ou par un M underscore, ou par autre chose. Ce sont des conventions qui sont datées et qui ne sont plus d'actualité. Je vous conseille vraiment de suivre la dernière recommandation de Microsoft dans vos développements afin d'être plus productif et d'éviter d'avoir à, on va dire, configurer vos outils de travail inutilement alors que vous pouvez utiliser les dernières recommandations. Vous avez donc ici le membre le plus simple et la façon la plus simple de déclarer une donnée. Mais comme je l'ai dit, elle souffre d'une faiblesse, c'est que c'est accessible à la fois en lecture et en écriture. Donc dès lors que j'ai une instance de ma classe, de la classe qui s'appelle ma classe, j'ai donc accès à la donnée qui est stockée dans le membre données ici. Eh bien, je peux très bien aller le lire comme aller l'écrire et personne ne pourra m'en empêcher. Donc pour ça, on a des solutions. Une de ces solutions, c'est de passer par une propriété. En fait, une propriété, c'est exactement pareil qu'un membre dans son utilité finale, dans le sens où ça va permettre de stocker une valeur. Mais la différence très importante avec le membre, c'est qu'on peut distinguer l'opération de lecture de l'opération d'écriture. Donc elle a une syntaxe qui est un petit peu différente, sur laquelle on va revenir un peu plus en détail plus tard, mais une propriété, ça s'écrit comme ça. On a la portée, suivi du type, suivi du nom, donc exactement comme vous écrirez un membre, mais après on va déclarer un bloc, donc avec les accolades, dans lequel on va mettre get suivi de point virgule et set suivi de point virgule. Ces deux mots-clés définissent en fait lecture-écriture. Voici comment on décrirait une propriété d'un objet. Je retrouve donc la portée, le type et le nom de la propriété. Là-dessus, il n'y a pas de grande différence avec le membre, si ce n'est que contrairement au membre, la propriété commence, elle, par une majuscule, vous le remarquerez ici, c'est la convention. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle les accesseurs en lecture et en écriture. En utilisant get, et set, on fait ce qu'on appelle une propriété automatique. On va revenir là-dessus. En fait, les mots-clés get et set, ils indiquent simplement que la propriété peut être lue, donc c'est get qui veut dire récupérer, ou définie, set qui veut dire définir justement. Si on ne met que les mots-clés suivis d'un point virgule, ce que je vous disais, c'est qu'on parle de propriété automatique.
Cela veut dire que c'est le compilateur qui va se charger de générer le code pour que la propriété soit complète. Cette possibilité n'existe que depuis C# 3, donc bien sûr maintenant on est sur des versions beaucoup plus élevées de C#, donc la question ne se pose pas forcément, mais néanmoins, au préalable, les propriétés n'étaient pas automatiques, c'est-à-dire qu'il fallait définir un corps. Et étant donné qu'on peut définir un corps, cette possibilité est restée. Ça veut dire qu'en fait, get et set sont en quelque sorte des espèces de petites méthodes qui vont permettre de définir la valeur. Par contre, dès lors qu'on décide de définir get et set, il va falloir, si on veut stocker la donnée, utiliser un membre de façon sous-jacente qui permet de conserver la valeur. Pas d'inquiétude, je vais vous montrer un exemple. Voici un exemple. Alors, l'exemple ici n'est pas complet. Je n'ai pas voulu le rendre plus complexe parce qu'en fait, la problématique qu'on a là, c'est que et le membre et la propriété sont toutes les deux publiques, ce qui veut dire qu'on peut y accéder l'un comme l'autre sans avoir à faire de distinguo. Et donc on serait tenté des fois de prendre des raccourcis et d'éviter la propriété pour accéder aux membres. Donc pour ça on utilisera une autre portée, mais vu qu'on n'a pas encore abordé le sujet des portées, je laisse ce sujet de côté pour l'instant. Donc on va retrouver ici en haut le membre qui va nous permettre de stocker l'information. Parce que in fine, dans tous les cas, c'est bien un membre qui va stocker l'information. Qu'on utilise une propriété automatique ou non, cela va se retrouver dans un membre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on va avoir notre propriété, et on remarque que le get est défini, c'est-à-dire qu'on a un bloc après le get, et non pas un point-virgule directement, comme dans l'exemple précédent. Et en fait, dans ce bloc qui suit le get, on est sur la fonction qui permet de récupérer la donnée. C'est-à-dire qu'il faut que cette fonction ait une instruction return qui retourne une valeur correspondant au type de la propriété. Ici, c'est très simple. J'ai simplement retourné le membre dans lequel était stockée l'information. Et on aura la même chose pour le set, donc également une espèce de mini-fonction un peu particulière, donc qui va permettre, elle, de décrire la donnée. Et on aura, à l'instar du return qu'on a dans le get, là on aura un mot-clé particulier qui est value, qui contient la valeur qui a été fournie à la propriété. Donc en fait, quand je vais faire ma classe.donnée avec un D majuscule égale 42, je vais rentrer dans la méthode set et le paramètre value qui est défini ici vaudra 42 et c'est cette valeur-là que je vais stocker dans données. Quel est l'intérêt d'avoir une propriété qui définit explicitement le get et le set? Dans le cas présent, il n'y a aucun intérêt. Parce que le code qui est affiché ici, où est-ce que j'ai décortiqué le get et le set dans des fonctions unitaires, c'est exactement ce que fait le compilateur pour vous lorsque vous écrivez une propriété automatique avec get, point virgule et set, point virgule. Le compilateur va automatiquement générer le membre et automatiquement générer les getters et les setters que vous voyez à l'écran. Sauf que vous tapez uniquement ma propriété avec get et set, point virgule. C'est donc un grand gain de temps. Mais on pourrait se demander alors, mais quel est l'intérêt d'avoir des propriétés où est-ce qu'on peut définir un corps? Eh bien, cela nous permettra d'avoir un comportement particulier. Imaginons par exemple que, pour une raison ici totalement arbitraire, que la valeur que je veux stocker dans cet entier doit être comprise entre 0 et 100. Eh bien, au niveau de ma fonction de set, je pourrais faire une instruction if sur la value, m'assurer que value est bien compris entre 0 et 100 avant de l'affecter à la donnée. Et sinon, je ne fais rien. Et comme ça éviterait que le membre qui est là-haut disponible stocke une mauvaise information. Chose que je ne peux pas faire avec un membre seul. Rappelez-vous, il est visible à la fois en lecture et en écriture et on n'a aucun garde-fou. C'est un petit peu ce qu'offre la propriété. Pour ceux qui viennent d'autres langages de développement, comme le Java par exemple, on a des fonctions spécifiques qui sont appelées les getters et les setters. En C#, ça se traduit par une propriété qui est un raccourci syntaxique permettant d'atteindre le même objectif, protéger l'accès aux membres. Encore une fois, je le répète, le code qui est à l'écran n'est pas à dupliquer tel quel, car il a une faiblesse, le membre est accessible en lecture comme en écriture de façon publique. Il faudrait le rendre inaccessible, mais on ne sait pas encore le faire, cela viendra quand on verra les portées. Maintenant, pour être sûr que vous avez bien compris cela, je vous propose un petit exercice. Nous allons encore travailler sur notre calculatrice.
Jusqu'à présent, on passait en tant que paramètres les valeurs pour les opérations mathématiques. Nous avions ainsi la fonction addition qui prenait 2 entiers, la fonction soustraction qui prenait 2 entiers, et ainsi de suite. C'est très bien, mais nous allons profiter de ce que nous venons de voir par rapport au stockage des données. Nous allons donc définir 3 propriétés. Opérande gauche, opérande droite, donc les 2 opérandes de l'opération, et le résultat. L'appel des méthodes que nous avions fait précédemment vont devoir utiliser ces 2 propriétés pour travailler et produire le résultat afin de le stocker dans le résultat. Ce qui veut simplement dire qu'au lieu d'avoir l'appel à addition en lui passant les 2 valeurs en récupérant le retour grâce à la valeur de retour de la méthode, maintenant nous allons appeler addition sans paramètre et sans valeur de retour parce que cela sera stocké dans résultat. Il va donc nous falloir modifier notre objet calculatrice et toutes les méthodes associées afin de pouvoir atteindre cet objectif. À noter, il s'agit simplement d'un exercice qui vise à vous faire travailler les propriétés. Le code qu'on a fait précédemment sur la calculatrice est et reste totalement valide et plus qu'acceptable pour répondre à une problématique de réalisation de calculatrice. Mais ici, on veut faire travailler les propriétés et le stockage de données dans les classes. Sans plus attendre, je vous laisse aller vers Visual Studio Code et réaliser cet exercice. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le corriger. Comme nous l'avons vu dans les slides, une classe peut contenir 2 types différents de données, si je puis dire. D'une part, les champs ou les membres, qui sont donc des données généralement privées à des fins de stockage d'état à un niveau interne pour les besoins spécifiques de la classe, et les propriétés qui, quant à elles, vont offrir un accès le plus souvent extérieur, soit en lecture, soit en écriture, soit les 2. Dans notre cas, pour notre calculatrice, nous allons avoir besoin de 3 propriétés, c'est-à-dire 3 données qu'on va pouvoir librement lire et écrire depuis l'extérieur. Nous améliorerons bien sûr plus tard ce comportement afin d'éviter des déconvenues comme on va le voir quand on va implémenter notre calculatrice. Revenons à notre calculatrice. Jusqu'à présent, son fonctionnement était vraiment très simpliste. Elle exposait 5 méthodes qui prenaient en paramètre les nombres et retournaient le résultat de l'opération qu'on souhaite réaliser. En l'occurrence, la notion de nombre passé en paramètres permet de faire une opération qui va être complètement autonome, mais on pourrait très bien stocker ces données au niveau de la calculatrice pour les utiliser plus tard. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va se mettre au début de notre calculatrice. Par convention, les données, que ce soit des champs ou des propriétés, sont souvent placées au début de la classe et les méthodes après, mais vous êtes libre de les placer où vous le souhaitez. Je vais donc respecter pour ma part ici la convention et les mettre au début de ma classe. Je vais donc créer une toute première propriété qui va être le résultat. Au lieu que nos méthodes renvoient la valeur de résultat, on va simplement la stocker au niveau de notre calculatrice. Si d'ailleurs par la suite on souhaiterait améliorer notre calculatrice, le simple fait d'avoir le résultat de l'opération précédente stocké directement dans notre classe nous permettrait éventuellement de récupérer ce résultat pour faire une autre opération. Mais pour l'instant, on va simplement se contenter d'affecter cette propriété depuis nos méthodes. Je vais donc créer une propriété. La déclaration d'une propriété est simple. Elle est un petit peu comme une méthode si je puis dire. On va tout d'abord utiliser le mot-clé public. Comme je l'ai dit, on reviendra plus tard sur la notion de portée. On va déterminer le type de la propriété et on va lui donner un nom. En l'occurrence ici, résultat. Attention, parce que ici, si je mets point virgule, j'ai non pas créé ici une propriété, mais un champ. Le champ, contrairement à la propriété, ne va pas permettre de gérer finement les accès en lecture ou en écriture. Il faut pour ça utiliser une propriété. On va donc utiliser une syntaxe un petit peu étrange. On va définir des accolades après le nom de notre propriété et on va utiliser le mot-clé get, point virgule et set, point virgule. Le point virgule de la fin n'est donc pas du tout utile. C'est en effet un petit peu étrange parce que ici il n'y a pas de parenthèse, ce n'est pas une méthode et en fait cela nous permet donc de créer une donnée qui dans le cas présent est accessible librement et publiquement en lecture et en écriture depuis n'importe quelle zone du code sous réserve qu'on ait une instance de la classe calculatrice. À partir de là, je vais aussi créer mes autres propriétés. Remarquez qu'on a ici un snippet
prop qui, si je l'utilise, me génère automatiquement cette ligne de code int avec myProperty et get et set. C'est un gain de temps, j'ai juste à faire tab pour passer d'un élément à l'autre, ou faire mash tab si je souhaite revenir à l'élément précédent. Donc ici, ça tombe bien, je veux un entier, je fais donc tab, myProperty, je vais plutôt l'appeler opérand gauche, et si je refais tab, j'arrive à la fin et je peux donc faire entrer, et j'ai ainsi économisé beaucoup de frappes sur mon clavier pour générer une propriété. Recommençons la manipulation. Alors soyez vigilants parce que nous avons prop et après on a prop full. Et comme on peut le voir ici dans le petit encadré, le prop full va générer la propriété et le champ concerné. Et remarquez que le champ utilise un mot-clé qu'on n'a pas encore vu qui est private, ce qui veut simplement dire qu'il n'est accessible que depuis l'intérieur de cette classe, mais on va y revenir. Donc on va simplement faire prop comme ceci et on va faire tab opérand droite. Et de nouveau tab. Comme vous le voyez, cela rend donc assez facile la création des propriétés. Maintenant que ces propriétés sont là, il va falloir les exploiter. Tout d'abord, au niveau de notre programme, au début ici, on ne va pas utiliser de variables, qui sont donc les variables utilisées pour les passer aux paramètres de nos méthodes. On va tout simplement déplacer l'instanciation de notre calculatrice au tout début de notre programme, de telle sorte qu'on puisse remplacer cette variable nb1 par calc, qui est donc l'instanciation de notre calculatrice, et avec le point, on va donc retrouver ici les différentes propriétés qu'on a créées. Remarquez une différence d'iconographie, les méthodes sont représentées par des petits cubes violets, alors que les propriétés sont des petites clés anglaises. Donc si je descends, je retrouve ici 3 clés anglaises qui correspondent donc à mes 3 propriétés. Je vais donc ranger le premier nombre dans opérand gauche, et comme vous le voyez, cela fonctionne très bien. Donc au lieu de stocker ça dans une variable temporaire pour faire des appels au niveau des méthodes, je vais aller stocker cette donnée dans l'instance de ma classe. Et je vais donc faire pareil ici pour opérand droite. Ensuite, je n'ai plus besoin de la variable temporaire résultat, vu que c'est la calculatrice qui va gérer dans son état interne le résultat. Si je descends un tout petit peu, ici je n'ai donc plus le résultat, je vais faire plutôt calc.résultat, et cette fois-ci je ne fais pas un accès en écriture, mais bien en lecture. Donc l'accès en écriture se fait comme ceci, comme vous affecteriez n'importe quelle variable, sauf qu'on va utiliser une instance de classe avec le nom de la propriété. Quant à l'accès en lecture, il suffira simplement d'appeler la propriété. Cela est possible parce que nous avons get et set. Si par exemple ici je supprimais le mot-clé set, vous remarquez que je n'ai pas d'erreur dans ma calculatrice. Ça veut tout simplement dire que la propriété opérand gauche n'est accessible qu'en lecture. Elle est donc en lecture seule. Si par contre je retourne dans le programme.cs et que je remonte tout en haut, on peut voir ici que j'ai une erreur de compilation et que si je laisse le souris dessus, il me dit que la propriété opérand gauche ne peut pas être assignée, elle est en lecture seule. Donc comme vous le voyez, vous pouvez définir des propriétés qui sont uniquement accessibles en lecture, uniquement accessible en écriture, même si c'est extrêmement rare de voir ce genre de pattern, ou accessible en lecture et en écriture. Maintenant que j'ai utilisé mes propriétés d'une part pour les affecter ici et d'autre part pour aller lire le résultat, j'ai bien sûr un grand nombre d'erreurs de compilation. En effet, mes méthodes addition, soustraction et ainsi de suite utilisaient 2 paramètres et renvoyaient le résultat. Il va donc falloir nettoyer un peu le code. Je vais simplement appeler la méthode addition, la méthode soustraction, la méthode division, la méthode multiplication et la méthode modulo. Alors pourquoi est-ce que je fais cela? Tout simplement parce que l'appel de la méthode sur l'objet calculatrice, au lieu qu'on soit obligé, nous, en tant qu'appelant, de passer les propriétés et de stocker le résultat de la méthode dans la propriété résultat, on va demander à la classe de prendre cette responsabilité, à savoir de stocker le résultat dans sa classe et d'utiliser ses propriétés pour réaliser ses opérations. Donc ici, mes méthodes ne seront plus avec un int renvoyé et avec 2 int en paramètres. Au lieu de ça, je n'aurai pas de paramètres. Elle sera simplement void parce qu'elle va aller altérer la variable résultat. Donc ici, on va simplement faire résultat est égal à opérand gauche plus opérand droite. Donc en fait, depuis l'extérieur, j'appelle la méthode addition sur une calculatrice où les éléments ont été renseignés au préalable pour que le résultat, qui est donc une donnée de la calculatrice, soit calculé par rapport à ces autres données.
Et d'ailleurs, on touche du doigt ici ce que je vous avais dit quand on a créé la méthode addition, qu'il fallait être vigilant sur l'évolution de la méthode et du code par rapport à la documentation. Parce qu'en effet, la documentation qui ici n'a pas changé par rapport au code n'est plus du tout d'actualité. La méthode addition ne renvoie pas le résultat, ne prend pas de paramètres et n'a pas de returns. Donc tout ceci n'est plus valide et ceci non plus. Donc au final, si j'étais rigoureux dans ma documentation, j'aurais simplement dû dire que cette méthode additionne deux nombres et renseigne la propriété résultat. Comme vous le voyez, ce n'est pas parce que je modifie le code que la documentation va suivre d'elle-même. Probablement qu'un jour, on va avoir un outil, une extension, qui va être à base d'intelligence artificielle pour nous aider dans cette tâche si la documentation est obligatoire, mais pour l'heure, il est nécessaire de faire preuve de rigueur et d'éviter de laisser une documentation qui n'est plus du tout en rapport avec le code qui a été écrit. C'est bien pour ça d'ailleurs que je préfère personnellement m'en passer, et comme vous le voyez, si je m'en étais passé dès le début, je n'aurais pas eu besoin d'aller faire cette modification de documentation, qui peut être d'ailleurs très chronophage en fonction de la quantité à mettre à jour. Il va donc être temps d'aller modifier chacune des méthodes, non plus pour prendre les paramètres et fournir une valeur de retour, mais simplement pour aller altérer l'état interne de la calculatrice en fonction des valeurs qu'elle a déjà au niveau de ses données internes. Je fais ça rapidement. Ma classe a donc été modifiée. Maintenant, au lieu de passer des paramètres à chacune des méthodes de calcul et de récupérer la valeur, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, est tout à fait valide, mais dans le cadre de cet exercice, on va utiliser plutôt les propriétés qu'on va d'ailleurs faire évoluer dans les prochains exercices. Ici, on a donc des méthodes qui sont void et qui ne prennent pas de paramètres et qui vont simplement aller altérer l'intérieur de notre calculatrice de notre classe. Maintenant, au niveau de notre programme, on a donc bien l'appel aux méthodes qui vont aller impacter la calculatrice, l'affectation des opérandes et le résultat. Essayons rapidement de voir si cela change quelque chose. Je vais faire un test très simple, je vais additionner 10 et 5, et je peux voir que le résultat de mon opération est bien 15. Donc ça n'a pas changé, mais contrairement à avant, c'est donc bien l'intérieur de la calculatrice qui est modifié et son état qui restitue ce qu'on a fait comme opération. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations. Vous savez donc maintenant comment créer des propriétés et comment les exploiter afin d'améliorer votre code et de gérer un état interne à votre calculatrice. Si vous avez réussi l'exercice, mais qu'au lieu d'utiliser des propriétés comme ceci, vous avez utilisé des champs, c'est-à-dire en mettant point-virgule sans le getSet. Dans le cadre de cet exercice, ce n'est pas très grave parce que pour l'instant, nos propriétés ont un comportement similaire à un champ, c'est-à-dire qu'elles ne gèrent pas finement l'accès en lecture comme en écriture. D'ailleurs, cela peut être problématique parce que autant les opérandes ici doivent être définis en écriture pour les affecter initialement, autant le résultat qui est là, on a probablement envie que ce soit uniquement la calculatrice qui puisse définir le résultat et qu'elle soit donc lisible uniquement depuis l'extérieur. On pourrait être tenté de dire qu'il suffit de supprimer le set, mais comme vous le voyez, l'appel aux méthodes provoque dorénavant une erreur, parce que le résultat est bien défini en lecture seule. On va bien entendu résoudre ce problème, parmi d'autres, plus tard dans les vidéos. Pour l'instant, la seule chose qu'il fallait faire, c'était donc créer des données. Donc si vous l'avez fait avec des champs, vous avez en quelque sorte répondu à l'exercice, peut-être pas à l'énoncé qui demandait des propriétés, mais répondu à l'exercice en fournissant une solution valide dans le cadre et le périmètre de cet exercice. N'hésitez pas, éventuellement, à refaire, voire à compléter votre exercice avec des propriétés pour être raccord avec l'implémentation actuellement à l'écran. Si vous n'avez pas réussi, il faut savoir que la gestion des données au sein d'une classe est essentielle et qu'il est donc impératif de comprendre et de savoir faire ce qu'on a fait dans cet exercice avant de passer à la vidéo suivante.